Le sachiez-vous, les vacances arrivent enfin, le soleil, la plage, vous le voyez, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de vacances, eh bien j'ai beaucoup voyagé l'année dernière. J'ai exploré la jungle amazonienne. J'ai bravé les plus hautes montagnes et sommets de l'Himalaya. Et j'ai même été sur la Lune. Mais non, mais j'ai pas reçu le costume, je peux pas faire ça. De nos jours, truquer ses vidéos ou photos est à la portée de tous. Qui n'a jamais par exemple utilisé de filtre sur ses photos ou retouché sur Photoshop un petit défaut ou une petite forme qu'on n'apprécie pas forcément. Tout le monde peut le faire en quelques secondes et ce, même avec un téléphone. Mais après tout, il n'y a aucun mal à vouloir partager la meilleure image de soi sur internet tant que, selon moi, nous sommes capables de nous accepter tels que nous sommes au naturel. Car aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de tout autre et de bien plus dérangeant. Ceux qui ne vont pas simplement retoucher leur apparence, mais carrément leur vie entière. Et je vous arrête de suite. Ne comptez pas sur moi pour cibler ou balancer des noms dans cette vidéo, c'est pas du tout le but, là je suis là pour vous sensibiliser un petit peu sur ce sujet, et je n'attaquerai personne en particulier. Jusqu'à il y a peu, du coup, je ne m'intéressais pas vraiment à cette pratique de fake life. Pour moi, c'était quelque chose qui existait, mais d'un peu anodin, de peut-être très peu utilisé. Jusqu'à ce que j'entende parler il y a quelques semaines d'une influenceuse en particulier, Gaby Hanna. Bon alors oui, je viens d'annoncer que je citerai pas de nom, mais vous allez comprendre pourquoi celui-ci est important dans l'histoire. En avril dernier, cette fameuse youtubeur et instagrammeuse poste une série de photos qu'elle aurait pris au festival Coachella, qui est donc un énorme événement musical qui a lieu chaque année non loin de Los Angeles. Jusque-là, rien d'anormal, après tout c'est une influenceuse, elle partage sa vie, c'est du classique. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette dernière a posté quelques jours plus tard sur sa chaîne YouTube une vidéo, et l'annonce dans cette dernière est particulièrement surprenante. Toutes les photos qu'elle avait postées au festival Coachella étaient finalement des fausses. Décor, tenue, luminosité, tout a été pensé pour faire croire qu'elle était vraiment au festival lors de la prise de ces photos. Et personnellement, je trouve que c'est du très beau travail, puisque si elle n'avait pas fait cette vidéo pour expliquer la supercherie, si j'étais tombé sur ces photos, j'aurais vraiment cru que c'était des vrais. Et cette mise en scène qui pour moi relève donc du génie, je trouve ça incroyable comme idée, eh bien elle était uniquement là pour sensibiliser autour de cette dérive qui est donc les fake life, à savoir le fait de s'inventer une vie. Elle nous explique donc que les frais de déplacement pour se rendre au festival, le ticket d'entrée, les tenues que les influenceuses mettent justement sur ce genre de festival, tout ça, eh bien ça a un coût, et souvent ce coût est uniquement dépensé pour faire un peu le buzz autour de ce festival à travers des photos ou des vidéos. Pourquoi alors ne pas simplement éviter toutes ces dépenses et faire croire qu'on a été au festival en simulant du coup son déplacement, en truquant par exemple des photos ou des vidéos. Et c'est donc une méthode qui est utilisée par bon nombre d'influenceurs sans qu'on s'en rende forcément compte, que ce soit des petits ou des grands influenceurs, et c'est d'ailleurs ce qu'a montré Gaby Hanna, puisque elle-même qui était déjà très connue, si elle n'avait pas révélé cette supercherie, eh bien tout le monde n'y aurait vu que du feu. Il est donc très facile de tromper ses abonnés en truquant les vidéos ou les photos, mais également de tromper les marques. Vous êtes nombreux à maintenant connaître le principe des OPSP ou partenariats rémunérés avec les marques que bon nombre d'influenceurs réalisent, moi y compris. Aucune honte selon moi derrière cette démarche tant que c'est fait honnêtement et de façon identifiable. Mais en reprenant notre exemple de trucage de photos comme on l'a vu précédemment, eh bien là ça devient une autre histoire. En effet, une marque de vêtements pourrait par exemple payer un influenceur pour qu'il porte ses vêtements sur certains festivals, certains événements, et là l'influenceur n'aurait qu'à faire semblant, en truquant les photos, de s'y être rendu et empocher le chèque comme s'il avait fait ce que la marque attendait de lui. Une autre possibilité serait qu'une marque tombe sur le profil d'un influenceur, les marques recherchent des influenceurs donc ça arrive, et trouvent ces fameuses photos truquées et se disent waouh, mais c'est incroyable, cet influenceur a beaucoup trop la classe, alors que bon, les photos sont fausses, mais la marque ne pourrait pas le savoir. La marque pourrait donc décider de travailler avec cet influenceur, alors que ce dernier derrière, eh bien, n'est qu'un simple arnaqueur. On comprend vite qu'avec l'appât du gain, bon nombre de gens soient tentés d'utiliser ce genre de méthode, et sachez-le, la retouche photo est loin d'être la seule façon de truquer sa vie. La méthode la plus classique et peut-être la plus connue étant par exemple l'achat de vues, d'abonnés, ou tout simplement d'interactions. Pour une somme assez modique, il est donc possible de truquer nos statistiques et faire croire à notre célébrité, là où derrière finalement il n'y a aucune communauté. Car en effet c'est quelque chose de vraiment facile à réaliser, il existe d'énormes fermes de téléphones en Asie, où tous les téléphones sont en fait contrôlés par ordinateur pour cliquer, s'abonner, laisser des likes, faire des vues, et c'est donc ce qu'on appelle des fermes à clics, il n'y a aucun humain derrière tout cela, tout est automatisé. Et cette démarche frauduleuse est heureusement facilement décelable, puisque si l'on observe un écart de vues assez anormal entre par exemple le nombre de vues sur une photo, une vidéo, et le nombre d'abonnés de l'influenceur, on peut se dire que bien sûr ce dernier a acheté ses vues. Ou à l'inverse, s'il y a beaucoup d'abonnés et très peu d'interactions sur le contenu que poste cet influenceur,
influenceur, bah là il a peut-être tout simplement acheté des abonnés. Une autre possibilité pour déceler cette méthode est tout simplement d'analyser la source du trafic qui a été acheté du coup par cet influenceur frauduleux. Si par exemple tout le trafic provient principalement d'Asie, comme on l'a vu avec ces énormes fermes, et que le youtubeur ou influenceur est anglophone, francophone, bah on peut se questionner, pourquoi il y a autant d'asiatiques qui regardent ces vidéos ou ces posts du coup sur Instagram? Et bien forcément, parce que ce sont des vues achetées. Il existe donc des outils pour analyser ce genre de statistiques, et si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo du youtubeur Guillaume Ruchon qui explique un peu plus précisément ce procédé. Et ne vous dites pas encore une fois que c'est quelque chose de très rare, d'exceptionnel, puisque je ne citerai pas de nom encore une fois, mais je connais autour de moi des gens qui ont eu recours à ce procédé. Une autre méthode très utilisée est celle d'acheter un objet, que ce soit un vêtement, une décoration, de le montrer en photo ou en vidéo, et ensuite de le retourner en magasin pour se faire rembourser. Posséder le dernier iPhone à la mode, des chaussures hors de prix d'une marque très connue, tout devient possible, du moins le temps de se montrer avec à sa communauté. En prenant par exemple une commande réalisée sur internet, en France il est légalement obligatoire de rembourser un achat qui a été effectué à partir du moment où ce dernier a été retourné dans un délai inférieur à 14 jours. Et cette garantie de 14 jours qui laisse le temps d'être remboursé, elle est parfois étendue sur d'autres sites, ce qui laisse largement le temps de profiter de l'objet, de le montrer avant de le retourner. Et il en va de même dans bon nombre de boutiques physiques qui proposent souvent des services de reprise si jamais l'achat ne vous plaît pas. Il est donc de cette façon extrêmement simple de se créer une apparence avec des objets ou du contenu qui ne nous appartient pas vraiment, juste le temps d'une photo, et de taguer bien entendu au passage les marques, histoire de se mettre un petit peu en avant et de se faire repérer. Et ça peut même aller encore plus loin! Des entreprises ont donc monté des business autour de ces fake life, et on a par exemple à New York la possibilité de louer un appartement spécialement pensé pour les influenceurs. Alors là c'est pas gratuit, il faut y mettre le prix pour le coup, mais bon, pour se donner l'apparence de vacances de rêve à New York par exemple, avec des shootings photos, des petits passages vidéo, des vlogs, ce genre de choses, et bien c'est tout simplement l'environnement parfait. Autre exemple, ce sont cette fois-ci des entreprises qui vous permettent de louer un jet privé, mais pas pour décoller, non, juste pour faire un petit shooting pendant quelques heures. Pour une centaine d'euros de l'heure, vous avez la possibilité tout simplement de vous prendre en photo, de vous mettre en scène à l'intérieur de ce jet privé et de faire croire du coup que vous voyagez tel un homme d'affaires plein aux as ou un rappeur par exemple. Je vois beaucoup de rappeurs qui postent des photos dans des jets privés, si ça se trouve ils ont loué des jets, je sais pas, mais voilà, vous avez la possibilité de le faire, et encore une fois pour pas très cher. Et j'insiste encore une fois, si on parlait simplement de shooting photo dans un beau décor, quelque chose qui se fait finalement depuis la nuit des temps, il y aurait pas vraiment de problème. Mais là où ça devient malsain, c'est ceux qui essaient de faire passer ce décor pour la réalité, et aujourd'hui on peut pas vraiment savoir finalement, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est un décor, est-ce que c'est une mise en scène? Très difficile de faire la différence. Et pour ceux qui douteraient encore du réel impact de ce genre de démarche, eh bien sachez qu'un youtubeur s'est posé la question, il s'est dit, et si justement j'essayais de truquer ma vie, qu'est-ce qu'il se passerait? C'est donc ce qu'a fait Byron, un londonien de 19 ans qui lui ne s'est pas cassé la tête à louer un jet privé, il s'est tout simplement assis sur un drap vert dans son fauteuil, et s'est mis en scène notamment, après quelques retouches, comme s'il était dans un jet privé. Et il le montre dans sa vidéo, les retours sont incroyables, son nombre d'abonnés et de likes a tout simplement décollé, les gens pensaient tout simplement qu'il était célèbre et se sont donc naturellement abonnés, se sont intéressés à son profil. Oh my god, he's got 11,000 likes. The fact that I went from this to this just really shows you that anything's possible. L'expérience est très intéressante, encore une fois, je vous laisse le soin d'aller voir la vidéo. Entre le gain d'abonnés et l'attrait de potentielles marques, on peut comprendre que de plus en plus d'influenceurs tombent dans cette terrible démarche de truquer leur vie. Les pratiques sont donc nombreuses et j'en ai listé seulement quelques-unes, si vous en connaissez d'autres d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de cette vidéo, j'irai regarder ça avec curiosité. Allez, on termine cette vidéo comme à chaque fois par la petite information bonus. Le fait de truquer sa vie est loin d'être nouveau et existait bien avant les réseaux sociaux, et l'exemple d'arnaqueur le plus connu ayant utilisé ces méthodes est sûrement celui de Franck Abagnale, dont la vie a inspiré le réalisateur Steven Spielberg avec son film Attrape-moi si tu peux. Et ce dernier a donc commencé très jeune, dès 16 ans, puisque Franck a ainsi voyagé gratuitement en avion en prenant plus de 250 vols, en explorant 26 pays différents, le tout en se faisant passer pour un pilote d'avion. Ces différents vols et hôtels qu'il a pu réserver étaient à chaque fois payés aux frais de la compagnie aérienne à laquelle il prétendait appartenir. Plus tard dans sa vie, et toujours sans études, il a réussi à se faire passer pour un pédiatre, être embauché dans un hôpital, ou en truquant du coup un diplôme qu'il aurait obtenu à Harvard, s'être fait embaucher dans le cabinet du procureur général de Louisiane. Bon, heureusement la supercherie ne fonctionnait jamais bien
bien longtemps, et à force de se faire démasquer, il a fini en prison. L'histoire termine bien puisqu'en sortant de prison, il devient ensuite consultant en sécurité de par son expérience acquise, bien sûr à prendre de fausses identités, et monte ainsi sa propre entreprise. Il est donc aujourd'hui millionnaire, tant mieux pour lui, et a même joué d'ailleurs dans le film qui est inspiré de sa vie, alors non pas en jouant le rôle principal, qui est incarné par Leonardo DiCaprio, mais en incarnant celui d'un policier. Vous me direz, vu ses compétences, j'imagine qu'il aurait pu incarner n'importe quel rôle. La morale dans cette histoire, eh bien la morale dans cette histoire... je suis pas sûr qu'il y ait une morale en fait. Dans tous les cas, restez vigilants, sur internet tout n'est qu'apparence et il y aura toujours des petits rusés pour tenter de profiter de vous. Voilà, c'est la fin du Le Sachiez-vous de cette semaine. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner en activant bien entendu les notifications. Et comme annoncé la semaine dernière, vous allez pouvoir proposer le sujet du Le Sachiez-vous de la semaine prochaine, en sachant que ce dernier sera tourné aux États-Unis. Du coup, on va essayer de trouver ensemble un thème autour de cet incroyable pays. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.